Le nouveau livre de Driss Ghali se veut un véritable antidote contre la désinformation et la pensée unique. Il va surtout susciter passion et réaction. Driss Ghali, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu présenter votre ouvrage. Alors, vous êtes diplômé des grandes écoles, Centrale Paris, l'EDEC, et spécialiste des relations internationales. Et vous venez de publier donc cet ouvrage dont nous allons parler à l'instant, une contre-histoire de la colonisation française. Est-ce que vous savez qu'en évoquant ce thème de la colonisation, il n'y a que des coups à prendre? Écoutez, c'est vivre en adulte, c'est prendre des coups. Et de ces coups, on s'améliore. Et le but, c'est d'être utile à la pensée et à la société française qui a besoin d'une thérapie collective contre toutes les balivernes qu'on lui raconte au sujet de son passé. La colonisation, c'est un sujet propre au contresens et aux contre-vérités. Aussi, bien sûr. C'est une des sources de fake news, on va dire, un océan de fake news, de droite comme de gauche depuis toujours. C'est investi par tous les partis, par tous les fantasmes, et le mensonge est devenu la doxa. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, une simple remarque. Le livre se limite, d'ailleurs c'est indiqué, à la colonisation française. Est-ce que cela n'empêche pas de découvrir ce que fut la singularité de la colonisation française par rapport aux colonisations anglaises, bataves, portugaise, allemande. Est-ce qu'au Maroc, il y aurait encore une place Jabba Efna et une Médina à Marrakech si c'était quelqu'un d'autre que Lyautey qui s'en était occupé? Alors, est-ce que Lyautey est français ou Lyautey est universel? Puisque c'est un être surhumain. Il est à la fois monarchiste, très catholique, et il a respecté l'islam, il l'a préservé. Il a sauvé le Maroc. Moi, je dis en tant que Marocain, nous devons beaucoup à Lyautey, parce que nous étions au bord de la guerre civile. Il ne l'a pas fait contre la France, contre le pouvoir en France. Non, mais il a même désobéi. Une fois à Figuig, c'est un oasis entre l'Algérie et le Maroc. La France lui a dit « tu pars, tu as occupé Figuig, mais on n'en veut plus, tu pars. Tu rends ça aux Marocains ». Et lui, il a dit « non, je ne pars pas, parce que les populations ont applaudi la France. Si je pars, elles seront génocidées ». Donc il a même désobéi. C'est dire je vous taquine un peu, je vous disais qu'il n'était pas français, enfin, il n'est même pas humain, enfin, c'est un grand seigneur. Alors, pour répondre à votre question, je n'aborde pas toutes les autres colonisations par manque de temps, parce que le sujet est immense. Déjà, la colonisation française, limitée de 1830, c'est-à-dire de la prise d'Alger jusqu'en 62, à la libération de l'Algérie, c'est déjà en soi un sujet extrêmement complexe. Je ne voulais pas compliquer les choses. Je parle quand même de quelques différences, je les dessine, avec la colonisation britannique, sur laquelle je porte un regard assez sévère, parce que les Britanniques n'ont pas fait grand-chose pour développer les peuples qu'ils avaient sous leur tutelle. Et on nous dit, aujourd'hui, il y a une fake news qui dit, regardez, les colonies britanniques, les anciennes colonies britanniques en Afrique s'en sortent mieux que les anciennes colonies françaises. Et je dis non. Dans le livre, je dis, regardez, le Libéria, le Nigeria va pas très bien. Je parle aussi de la décolonisation de l'Inde et du Pakistan, une catastrophe absolue. C'est 10 fois la guerre d'Algérie. Les Britanniques sont partis, ils ont fait une division, ils ont dit ici les musulmans, ici les hindous, les hindouistes. Débrouillez-vous. Il y a eu 10 millions de morts quand même. Donc, mais effectivement, le sujet, c'est pour ça que le sujet est propice aux récupérations politiques et aux charlatans. Parce qu'il est tellement complexe que c'est tellement facile d'être manichéen, de prendre et moi, je voulais faire une analyse neutre, mais avec des prises de position. Et là, il fallait vraiment faire le focus sur la France, aux colonies. Les prochains, peut-être qu'on fera... Alors, une analyse neutre, une synthèse qui se veut dépassionnée. Mais avant peut-être même encore de poursuivre, peut-être qu'il faudrait qu'on s'entende sur le terme coloniser. Qu'est-ce que pour vous, coloniser veut dire? Coloniser, deux choses, c'est dominer. Et c'est aussi en même temps, ou juste après, peupler. Il y a un transfert de population dans la colonisation. Ça veut dire, très concrètement, vos dirigeants deviennent des étrangers et vous avez un remplacement de population ou une injection de population, plus ou moins majoritaire. En Algérie, avant l'arrivée de la France, les Turcs étaient 30 000, c'est rien du tout, d'un point de vue démographique sur l'Algérie, qui comptait peut-être 1 million d'habitants. Mais ils avaient le pouvoir. En Égypte, les Berbères de Tunisie ont été longtemps les colonisateurs, les Fatimides. On l'a oublié, mais l'Égypte a toujours vécu sous colonisation. Elle a enchaîné des Fatimides, les Ottomans, puis les Anglais. D'ailleurs, je crois que c'est Nasser a été le premier chef d'État égyptien de l'Égypte libre en 1000 ans.
Donc voilà, la colonisation, c'est le plus vieux métier du monde, ou un des plus vieux métiers au monde. Hein. C'est la spoliation de la souveraineté et le remplacement des populations. Est-ce que ce fonctionnement que vous établissez de la colonisation du 19e siècle, c'est un fonctionnement, comme j'ai bien compris, sur deux pieds, domination et peuplement, est-ce qu'au 20e ou au 21e siècle, des peuples peuvent dire aujourd'hui qu'ils subissent la fois domination et peuplement, et donc on est dans un phénomène de colonisation? Suivez mon regard pour l'Occident. Bien sûr. Nous vivons des temps coloniaux, et les indigénistes et les décoloniaux ont raison de s'appeler indigénistes et décoloniaux. Ils sont sur le bon sujet, ils le traitent n'importe comment. C'est pour cela qu'ils sont autorisés à parler et c'est pour cela qu'ils sont subventionnés. S'ils disaient des choses sensées, ils seraient en tôle ou censurés. Mais nous vivons des temps coloniaux. Vous vivez aujourd'hui en Occident une prise de tutelle, une mise sous tutelle politique, économique par en haut. Donc c'est les phénomènes de mondialisme, dans le sens très large, de capital financier, BlackRock et autres. De surendettement. Attention, le Maroc et d'autres pays comme la Tunisie, voire le Vietnam, ont été colonisés suite à une énorme crise de la dette. 3 000 milliards d'euros de dette publique en France, 100% du PIB. Et vous avez un peuplement par le bas. Sauf qu'il n'y a pas de coïncidence entre l'OTAN d'un côté, enfin, ce n'est pas des Américains qui peuplent les banlieues françaises, ça c'est sûr. Mais nous sommes dans des temps coloniaux, dans le sens où vous avez une concurrence territoriale et vous avez un rapport de domination. D'ailleurs, le voyou qui terrorise les Français est un agent d'une colonisation. Il a un message politique. Il ne le sait pas, mais le type qui lynche un chauffeur de bus à Bayonne, c'est un agent de colonisation qui remet le peuple indigène à sa place pour lui dire « tu es déclassé ». Et nous avons eu des phénomènes très similaires aux colonies. Il y avait un capitaine gentil à Congo-Brazzaville, me semble-t-il, à Pointe-à-Pitre, qui tabassait tous les Noirs qui ne lui disaient pas bonjour. Moi, ça m'évoque la cigarette refusée dans un métro, ou le mauvais regard. On est dans un phénomène colonial. Alors, en retour au 19e siècle, élément aussi important, la colonisation française a existé en Afrique, notamment parce que ce continent était, vous le dites, disloqué, politiquement et socialement. Pour dire vrai, aucun exemple n'a été amené de voir un État merveilleux détruit par la colonisation ou l'avancée coloniale au 19e siècle. À l'exception, merveilleux non, puisque tous les pays d'Afrique du Nord, donc l'Afrique arabe, d'Afrique noire, étaient des pays en crise profonde, famine. Qu'est-ce que la crise? C'est la famine, l'espérance de vie médiocre, c'est les guerres, c'est l'esclavage en Afrique noire, l'esclavage des Noirs contre les Noirs, l'esclavage des Noirs aux mains des Arabes qui les revendaient à Marrakech. D'ailleurs, le marché aux esclaves de Marrakech, au Maroc, a été fermé par les Français, les méchants Français, en 1912-13. Marché des esclaves noirs à Alger, à Tunis, en Libye, les Italiens l'ont fermé, et ainsi de suite. En Égypte, les Britanniques l'ont fermé. Vous aviez, surtout dans ce tiers-monde-là, vous aviez les maladies. Donc vous aviez une espèce c'était un enfer pour l'être humain. Des sociétés de caste, avec des gens qui étaient des captifs à vie. Vous aviez la malchance de naître dans une caste et vous le restiez. Et là, je vous parle du Sénégal. Juste une petite nuance, il y avait quand même 2 États qui me viennent à l'esprit, qui étaient en voie de consolidation et que la France a empêché d'exister. Alors, ils n'étaient pas merveilleux. Ce n'étaient pas les États-providence. C'était l'État de Madagascar, qui était dominé par les Mérinas, une ethnie importante de Madagascar, elle-même venue de Malaisie, donc elle-même ayant colonisé Madagascar, et qui était l'ethnie d'élite, je parle vraiment de côté racial, et qui était en train doucement de contrôler Madagascar des plateaux centraux vers les plages. Et la France a bloqué cette consolidation-là. Parce qu'elle est arrivée, elle a bloqué ça, elle a pris le pouvoir. Et là, je crois qu'elle a tué la reine, si ma mémoire est bonne, ou elle l'a exilée, je ne me rappelle plus, je crois qu'elle l'a tuée. Et vous avez également bloqué l'État anamite au Vietnam, qui était en train de grand remplacer les Khmers du Cambodge. Ce faisant, vous avez bloqué la consolidation de l'État vietnamien, qui n'était pas non plus la Californie, c'était un État intéressant. Il y avait les mandarins, il y avait une méritocratie là-dedans. Mais ce n'était pas le Japon Meiji. Hein. Et vous avez, par ce faisant, sauvé le Cambodge et le Laos qui étaient en train de se faire bouffer, grand remplacé par les Thaïs à l'ouest et les Vietnamiens à l'est.
Quand on voit par exemple les revendications d'un pays comme l'Algérie, est-ce qu'on est en droit de dire qu'avant la colonisation, le Maghreb, l'Algérie, c'était des coupes-gorges, esclavage, insécurité, pauvreté? Est-ce que ça vous choque? Ah, du tout, non, mais c'est la vérité. Le Maghreb, avant la colonisation française, était un coupe-gorge misérable. Parce que vous aviez... parlons de l'Algérie à la fin. Maroc, crise permanente, État faible, sultan faible. Le sultan était encerclé à Fès par les tribus de la région, dans la mienne. On est en 1911-1912. Les impôts n'étaient pas payés. Coupe-gorge partout. Il fallait payer l'extorsion pour aller de Casablanca à Marrakech. Parce qu'il n'y avait pas de police, rien, pas d'hôpitaux, rien. Tunisie, un peu pareil. Crise de la dette aussi. Maroc et Tunisie, crise de la dette. La Tunisie, il y avait des poches de civilisation, notamment à Tunis. Mais au-delà, Tunis, un peu Kérouan, au-delà, c'était coupe-gorge. L'Algérie, c'est Il y a un dirigeant à Tunis, pourtant, à ce moment-là. Il y a des dirigeants à Tunis. Oui, mais très faibles. Parce que l'Empire ottoman va mal. L'Empire ottoman, c'est le cynisme ultra. Là où il y a de l'impôt à prélever, il investit. Là où il n'y a pas, il laisse faire. Il tient les comptoirs. Ce ne sont pas des gentils, les Ottomans. Ils ne sont pas humanistes. Et en Algérie, vous n'aviez même pas d'État-nation. Les Ottomans en Algérie ont commis, pour le coup, un crime contre l'humanité. Ça, monsieur Macron, ça échappe. Ils ont fait un re-engineering de la société algérienne. Très simplement, ils ont déplacé les tribus pour encercler les tribus rebelles. C'est comme si en Seine-Saint-Denis, vous disiez Sarcelles, Villiers-le-Bel, je vais les entourer par des tribus vikings et des Tchétchènes, pour être certain que les immigrés de Sarcelles, Villiers-le-Bel ne se soulèveront jamais. Donc vous avez les tribus Marzen, qui étaient les tribus collabos des Ottomans, des tribus arabes et berbères, algériennes, et qui entouraient des tribus qui étaient dissidentes. Et les tribus Marzen, pour faire ce travail de police, recevaient des terrains à cultiver, voire des armements. Et donc vous aviez un pays qui était extrêmement disloqué et monté les uns contre les autres par les Ottomans. Je vous ai dit ça jusqu'en 1830. À l'arrivée des Français, les choses vont changer. Alors, il y a une vérité que vous martelez tout au long de l'ouvrage. La colonisation a été une mauvaise affaire, et pas sur les plans économiques et financiers seulement, pour la France. Ça, c'est l'idée qu'a développée Jacques Marseille dans son ouvrage. Et pour autant, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les réalisations, on se dit que ce n'est pas forcément le cas, si. C'est une mauvaise affaire pour les Français, parce que vous n'avez pas récupéré vos investissements, ça c'est certain. Alors pourquoi ils y sont? Pourquoi ils y sont? Parce que vous dites ils n'avaient pas de mission civilisatrice. Oui. C'était une opportunité. Alors c'était une mauvaise opportunité. Ils se sont trompés à ce point-là, les Français. C'est incroyable. Nous sommes en 2023 et vous avez encore des abrutis pour vous dire que l'immigration est une chance pour la France. Il y a 150 ans, ces abrutis vous disaient il faut coloniser. Tout simplement. Heureusement que nous avons les archives. Ils vous disaient nous allons faire de l'Algérie le paradis du cacao, du tabac et du coton. Pour copier les Américains. Déjà, on voulait copier le Missouri et le Mississippi. On a promis des diamants au Cameroun. Même les Camerounais d'aujourd'hui ne les ont pas trouvés. On nous a promis, mais pourquoi on a pris l'Indochine? Parce qu'on nous a promis de contrôler le tourisme. Le commerce chinois, on y est encore. Parce que l'Indochine, c'est vrai, c'est un point d'accès à la Chine. Voilà. Non, il y a eu un récit, comme avec l'immigration. Il y a eu des lobbies qui ont créé un récit relayé par la presse, par des ONG que nous appelions à l'époque les sociétés de géographie. C'était déjà les humanitaires, les explorateurs. Ils revenaient et disaient « Ah, j'ai vu les Indes noires ». Ça n'existe pas, les Indes noires, c'est l'Afrique. J'ai vu un lac rempli de diamants à tel endroit. Il y avait des projets fous. On voulait faire un train entre l'Algérie et le Nigeria, par le désert. On l'attend encore. Parce qu'il y a des ressources fabuleuses. Et donc, on a fait monter la sauce et on a justifié ça en disant on va s'enrichir, parce qu'il y a des ressources, rêver, fantasmer, mais on n'avait même pas exploré le sol. On ne connaissait pas ce qu'on a. Enfin, les Français ont conquis des terres qu'ils méconnaissaient. On a fait comme les conquistadors espagnols au Pérou. On a envoyé les boys sans avoir de cartographie des endroits, encore moins du sous-sol. Et on a inventé la fable de la mission civilisatrice. Je dis bien une fable parce qu'on l'a pas préparée. Les gens qui l'ont cru sincèrement, ça. Voilà. Mais comme avec l'immigration. Parmi les gens que moi je fustise toute la journée. C'est toujours des abrutis.
Et il y a les abrutis, et vous avez les abrutis au grand cœur. Et les gens, des vrais humanistes, il y a des vrais humanistes aujourd'hui dans les ONG catholiques ou immigrationnistes. Si vous parlez de Lyautey, il considère qu'il y a une vision civilisatrice. Oui, Lyautey a... C'est pas un abruti, lui. C'est pas... C'est un seigneur. C'est un grand seigneur. Il s'est trompé. Je trouve qu'il s'est trompé parce que... vous savez ce qui se passe. Les grands esprits comme Lyautey, ils voient le contexte. Lui, il est monarchiste. Il est dans une république. Il ne trouve pas de relève dans la famille royale française. Donc, il y croit. Il est catholique. Il voit qu'il y a la laïcité qui s'installe en 1905, dans une version très fanatique. Et ces grands esprits, ils se disent, soit je me retire, Sainte-Hélène, je fais du business, comme aujourd'hui, je vais à Wall Street ou je ne sais où, soit je sers cette république, cette gueuse que je déteste, mais j'essaie de limiter les dégâts. C'est ce qu'a fait Lyautey. Il a fait du Maroc son royaume, son petit bout de paradis. Il a dit, au moins au Maroc, je vais sauver les meubles. La monarchie, l'islam, la tradition. Parce qu'il a bien une mission civilisatrice. Oui, mais à la marge. Allons au fond des choses. Qu'est-ce qu'une mission civilisatrice? On ne l'a même pas définie. Elle n'a jamais été définie. Les catholiques, comme le cardinal de la Vigerie, y ont vu convertir les Arabes au catholicisme. On l'attend. Hein. On a vu les millions de conversions. Il n'y en a pas eu, ou très peu. Il y en a eu en Afrique noire, ça c'est sûr. Les protestants aussi y ont vu convertir, soigner les gens. Ça c'est vrai. Mais on n'a pas envoyé le Vatican, on a envoyé quelques missions limitées, soigner les grands maux de l'humanité. Mais on n'a pas sauvé les gens. La mission civilisatrice, on a un chiffre. Quel est le taux d'alphabétisation en 1954? Il est moins de 10%. 265 000 km de pistes et de routes construites, 18 000 km de voies ferrées, 2500 dispensaires et maternités, 220 hôpitaux avec les soins gratuits. Ça, c'est en Afrique. Ce n'est pas une mission civilisatrice. C'est une mission humanitaire. La question à se poser, c'est est-ce que c'est suffisant? Parce qu'on peut toujours aligner des chiffres. Moi, je ne demande pas à dynamiter ces ponts. Je dis ils ont été faits, tant mieux. Et je remercie les grands hommes qui les ont faits parce qu'ils n'avaient pas l'ordinateur, ils n'avaient pas le téléphone satellitaire, et puis ils avaient la malaria. À chaque coup de marteau, ils avaient les moustiques. Ils sont morts pour ça, ces grands Français, aidés par les travailleurs locaux, évidemment. Mais je dis, est-ce que c'est suffisant? Évidemment que ce n'est pas suffisant. Alors, votre propos, à contrario, est aussi difficile à écouter et à entendre pour ceux qui disent « mais la France s'est enrichie sur le dos de ses colonies ». Elle ne s'est pas du tout enrichie. Le seul bénéfice que vous avez gagné aux colonies, moi j'en vois 2 ou 3, et ils ne sont pas économiques, parce qu'ils ne sont pas chiffrables. Le premier, c'est la Seconde Guerre mondiale. La première aussi, mais surtout la seconde. L'Empire a été décisif. Déjà pour que les Américains vous respectent un tant soit peu. Parce que vous aviez l'Empire. De Gaulle a dit, moi j'ai Leclerc, je ne suis pas la Bulgarie. Moi j'ai un empire. Et ça a permis d'être à la table et au Conseil de sécurité d'avoir une voix. D'avoir aussi des goumiers qui se sont battus pour des clopinettes pour la France. Ça, c'est très bien. Deuxième chose que l'Empire a amené à la France, il lui a amené, si vous voulez, c'était une école de l'être humain, une école de l'aguerrissement de l'être humain. Que ce soit pour les militaires ou pour les civils, l'épreuve des colonies qui était beaucoup plus dure qu'aujourd'hui. Il faut voir ce que c'est qu'à Abidjan en 1916. Il y avait 3 médecins dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, c'était... On a fait des hommes et des femmes d'une nouvelle trempe, d'une autre trempe. Et je pense que ça se retrouve quelque part. Mais ça ne se chiffre pas. Il n'y a pas un économiste qui va vous dire combien coûte un entrepreneur. Je prends un exemple. Vous avez un entrepreneur polytechnicien comme Paul Bernard. Il a fait Polytechnique, il a fait de la finance en Indochine. Il a voulu industrialiser l'Indochine, alors que la République de gauche ne voulait pas l'industrialiser. Elle lui a dit on fait du riz et du charbon en Indochine. Vichy, le méchant Vichy, lui a dit ok, tu industrialises. Mais les Japonais ont conquis l'Indochine, donc il n'a pas pu travailler. Vous voyez la qualité des hommes qu'il y avait avant, je pense qu'on en a encore un peu aujourd'hui. Il était fonctionnaire de Vichy, au cadre pour le développement de l'outre-mer ou de l'industrialisation de l'outre-mer. En même temps, il a fondé un réseau de résistants, qui s'appelle Alliance, qui était actif dans les ports de l'Ouest français et qui passait des informations aux Britanniques. Le même homme, de casquette. Interné, je crois, à Buchenwald ou je ne sais où, il a survécu. Qu'est-ce qu'il a fait après 1945? Il a dit, la colonisation c'est mort, de toute façon, tout ce qu'on a construit a été détruit par les Japonais en Indochine. Je fonde une compagnie d'aviation, une start-up, parce que l'aviation était tout neuf à l'époque, qui s'appelle la TAI.
et qu'il a vendu à Air France en 60 et quelques. Voilà le genre d'homme que... et c'est ce que disait Lyoté, il dit, à la limite, peu importe ce qu'on va faire aux colonies, mais déjà, on sort les gens de l'entre-soi de Paris, on oxygène les esprits français, et ça n'a pas de prix. Quand vous dites que la France ne s'est pas enrichie sur le dos de ses colonies, vous faites une croix sur l'idée, colportée depuis tant et tant d'années, des décennies, sur l'idée d'une réparation. Ah oui, ça, il faut... Ça, c'est sûr. C'est sûr. En fait, l'idée... Vous n'allez pas vous faire des amis à gauche. De toute façon... C'est un totem. C'est un totem. De toute façon, moi, Dieu reconnaîtra les siens. Donc moi, je crois au châtiment et à la vie de l'au-delà. Et puis, moi, très sincèrement, la France m'a payé mes études. Elle m'a donné une civilisation qui complémente ma civilisation d'origine, qui est la civilisation marocaine, arabo-musulmane, si vous voulez. Donc c'est la moindre des choses, pour moi, quand je vois un mensonge, de le dénoncer. La France ne s'est pas enrichie dans ses colonies. Il y a eu des capitalistes qui sont enrichis, quelques banques, et encore. Le capitalisme français a largement boudé les colonies, parce qu'il n'y avait pas de business à faire. Ils sont partis à New York, en Argentine, dans le Nouveau Monde, comme on disait à l'époque, ou en Russie. Rappelez-vous des bons du trésor du tsar. Vous allez plus loin. Vous allez plus loin parce que vous dites il y a des peuples et des peuplades pour qui la colonisation a été une libération. Bien sûr. Ce terme, il est très fort parce que quand on dit libération, on met fin et on fait une croix cette fois-ci sur la notion de repentance. Bien sûr. Il n'y a aucune repentance à avoir. Quand on a été le peuple... On ne doit pas faire de repentance. Jamais. Non, face à Dieu, évidemment. Ou face à ces grands... Enfin, moi, je serais français en 2023, je me repentirai auprès de Louis XIV, quand je vois ce qu'on a fait de la France. Mais ça, c'est dans son intimité. On s'agenouille devant personne. D'ailleurs, le monde ne respecte que les forts et les justes. Il ne respecte pas les repentis, les agenouillés. Si on veut se repentir, on rejoint une vie monacale face à Dieu, et là, on s'agenouille dans le huis clos. Il n'y a pas... Emmanuel Macron a fait repentance. Et les Algériens lui ont bien rendu. Les Algériens ne cessent de lui donner des claques, parce que les Algériens, comme ils ont raison, ils ne respectent que la force. Est-ce que les Turcs, est-ce que Erdogan s'est repenti en Algérie, alors que, je le dis dans le livre, je crois, la Turquie n'a pas laissé un monument en Algérie. Vous me disiez les routes laissées par les Français, mais en Algérie, les Turcs, ils n'ont rien laissé. Ils ont même détruit la société algérienne parce qu'ils ont déplacé les tribus. Ils ont appris aux Algériens à se détester. D'où le travail extraordinaire de l'émir Abdelkader, qui était l'ennemi de la France pendant un temps, qui a eu le plus grand mal du monde à convaincre les Algériens de travailler ensemble contre la France. Vous vous rendez compte, même pour résister à la France au XIXe siècle, les Algériens n'étaient pas d'accord entre eux. Arabes contre Arabes et Arabes contre Kabyles. Non, il ne faut pas... Il n'y a pas de repentance à avoir. Il faut reconnaître les erreurs. Et il faut éviter que l'histoire se répète. Il ne faut jamais être faible. Et jamais être divisé. Parce que pourquoi la France a conquis si vite ces colonies? Parce qu'elles étaient divisées, elles attendaient un libérateur. En Afrique, vous aviez peut-être 30% de la population qui était esclave. Ça a donné les goumiers. Pourquoi les Africains sont devenus goumiers? Ils ne sont pas fous. Parce que les esclaves d'hier, des tribus esclaves d'autres tribus, ont vu dans la France un libérateur. Et ils sont partis servir la France, d'abord pour castagner leurs anciens maîtres. Au Maroc, la France, mais elle s'est promenée. Au Maroc, ça a commencé à devenir dangereux pour la France, d'un point de vue de conquête. Au-delà de Fès et au-delà de Khnifra, c'est-à-dire dans le monde montagnard. Le monde des plaines. Mais on s'est donné à la France. Parce que nous en avions marre des impôts que nous payions au sultan qui ne nous donnait pas de sécurité. Nous en avions marre des seigneurs de la guerre. Nous en avions marre de nos voisins, les Berbères, les Arabes, tout ça. En Indochine, c'est pareil. Vous avez des peuples en Indochine qui se sont donnés aux Français. Donc, la colonisation a été, si elle a été un crime, et par certains aspects, elle a été un crime, cette conquête-là, violente, a été commise en complicité avec les peuples. Les peuples ont conquis d'autres peuples. Et moi, en tant que Marocain, je vais juste énerver quelques amis algériens que j'aime beaucoup. Le Maroc a été conquis par qui? On nous dit les Français ont conquis le Maroc. Mais qui? Quels soldats ont conquis le Maroc? Quelques soldats français de souche, beaucoup d'Algériens, de sous-off algériens et tunisiens, qui étaient français depuis 30 ans, 40 ans. Les goumiers marocains étaient commandés par qui? Les sous-off, souvent algériens, tunisiens, puis vous avez les officiers qui étaient français. Les Sénégalais ont conquis le Maroc. Ils nous ont fait peur, d'un point de vue racial. Parce qu'ils étaient différents, ils étaient habillés en rouge.
Donc voilà. Les règlements de compte au sein du Maghreb, ça existe aussi. Oui, c'est bien. au sein de l'Europe aussi. Ça... Oui, c'est ça, c'est un peu partout. Comment faire le bilan de la colonisation et comment prendre cette phrase que j'ai trouvée dans l'ouvrage et qui vient quand même un peu contrebalancer la notion il n'y a pas de repentance possible, il n'y a pas de réparation. La colonisation a été un viol. Oui, il faut le dire, mais elle n'a pas été que ça. Ce que je reproche, moi, aux boutiquiers de la repentance, aux épiciers de la repentance, c'est qu'ils sont monochromes, alors que la vie, elle est technicolore. Elle a été un viol, un viol au sens figuré et au propre. Viol de certaines femmes durant les conquêtes, viol au sens figuré de la souveraineté. C'est ce qui vous arrive aujourd'hui, vous les Français. Vos décisions sont prises à l'extérieur et vous le vivez très mal, et moi avec vous. Et c'est pas normal, c'est pas juste, c'est une violence. Mais elle n'a pas été que ça. Elle a été aussi et surtout un électrochoc. Un exemple, les Algériens ont toujours vu dans la Mitidja des territoires relativement insalubres, parce qu'il y avait la malaria et les moustiques, c'était des marées. Ils voient arriver des Français qui mouraient beaucoup plus qu'eux, parce qu'ils étaient attaqués par les germes, et qui assèchent les marais et qui les remembrent et qui font pousser de la clémentine. Mais ça veut dire que tout est possible. Nous, les Marocains, vous nous avez appris qu'on pouvait faire de l'agriculture. Parce que nous, on mourait de faim, de disette à tous les 10 ans. Parce que nous n'avions pas d'irrigation moderne. Vous nous aviez montré que le sol, moi, ma propre famille, a travaillé dans le débroussaillage des sols autour de Taroudante pour faire des fermes. Avant la France, avant le capitalisme, en fait, la France a été le porte-glaive du capitalisme. S'il y a une mission civilisatrice, c'est celle du capitalisme. Vous avez amené le capitalisme, et dans le bon sens du terme, avec sa formidable force de transformation. Vous avez montré à l'indigène, même à l'Africain, qu'il était possible de développer son pays en restant lui-même sans avoir besoin de trouver de pétrole. Et ça, c'est l'électrochoc. Et donc, on peut pas. Elle a été un viol, mais elle a été aussi un électrochoc et une véritable libération, même pour le Maroc. Enfin, le Maroc sans la France, ça aurait été le Yémen. On était en train de nous égorger les uns les autres. Quand on fait le bilan de la colonisation française, et si on s'en tient qu'à l'Afrique, est-ce qu'on doit aussi intégrer la façon dont on a décolonisé et dont on a abandonné à la fois de manière effroyable les populations pieds noirs et les populations harkis? Est-ce que ça aussi, c'est intégré dans ce bilan? Bien sûr. Triste bilan, là, dans cet aspect. Il y a eu 3 décolonisations. L'une était assez exemplaire, c'est la décolonisation de l'Afrique noire. Vous êtes parti parce que vous avez bien voulu partir, parce que ça coûtait cher. Et De Gaulle voulait faire l'Europe. Il a essayé de faire une association, une espèce de relation filiale avec les chefs d'État africains. Certains ont voulu marcher là-dedans, comme Houphouët-Boigny, médecin noir formé à Dakar, qui ne voulait pas d'indépendance. Mais bon, il y a eu les communistes et puis les Américains. Les Américains ont beaucoup saboté ça. Et De Gaulle a dit « Ok, je pars ». Et vous avez fait la France-Afrique, qui était demandée par les Africains. Les Africains ne voulaient pas du départ de la France. Et en contrepartie, vous avez dit « Ok, nous vous assurons la sécurité. Nous vous évitons le coût de la défense. » C'est ce que vous faites l'OTAN aujourd'hui. Le reproche de Trump aux Européens, c'est payer votre défense, que les Européens ne veulent pas payer. Et les Français ont dit aux Africains, à travers les accords de défense, dont l'un a été dénoncé hier ou avant-hier par Bamako, les Africains, la France leur a dit occupez-vous du développement, moi je m'occupe de l'armée. C'est un cadeau. Combien coûte une armée? Comment contrôler une armée africaine qui est sur base ethnique? La France a dit je m'occupe des choses qui coûtent cher. La décolonisation de l'Algérie et de l'Indochine ont été des drames absolus. Et là, vous avez abandonné les harkis en Algérie, mais aussi en Indochine. Beaucoup de Vietnamiens ont été abandonnés en 1954, après Dien Bien Phu. Et l'abandon des pieds noirs. On peut gloser sur De Gaulle, ses trahisons, tout ça. Moi, je pense qu'il faut aussi retenir 2 choses. C'est qu'on n'a pas appris grand-chose de l'histoire. Notamment de l'histoire de l'Indochine et de l'Algérie, on n'a pas appris la chose suivante. L'État est une bête froide. Il appuie sur un bouton, il part. Donc la France n'a eu aucun mal à abandonner les harkis et les soldats vietnamiens qui avaient collaboré avec la France. Quelques officiers ont résisté. Beaucoup d'officiers, ils ont été purgés. Mais l'État est une bête froide. Et moi, je rigole aujourd'hui quand je vois les gens qui disent « Ah, l'État va nous aider ». L'État n'aide personne, il s'aide lui-même. L'État n'a pas d'amis. Deuxième chose, on est en train de recréer en France les mêmes bêtises qu'on a commises en Algérie. Un exemple, le vivre ensemble. Ça a été inventé par l'OAS.
C'est les Français d'Algérie qui, désespérés, à court d'arguments, trahis par De Gaulle, ils ont dit attendez, nous ne voulons pas le maintien de l'apartheid avec les Arabes. Nous voulons l'Algérie française, qui veut dire une Algérie où les Arabes et les Français sont frères. D'où le vivre ensemble. On vivra ensemble. C'est une notion de l'OAS. Ça n'a pas marché parce que il a suffi que quelques fanatiques du FLN égorgent quelques Européens pour que les clans, les races se séparent, les ethnies se séparent, les religions se séparent. Et nous faisons en France la même chose avec le fameux vivre ensemble. Sauf que cette fois, il vient de la gauche. Il dit oui, on va vivre ensemble. Alors, on va voir ce vivre ensemble s'il va résister au fanatisme. Pour l'instant, nous souffrons de quelques attentats et de la racaille, mais demain, si vous avez des gens aussi déterminés que le FLN, ils n'auront aucun mal à séparer le peuple français en deux camps, comme l'a fait le FLN. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne peut pas mettre en coexistence deux civilisations qui ne s'aiment pas. Nous faisons la guerre entre le Maghreb et la France depuis 1400 ans. Il y a des bouquins d'histoire comme ça sur le sujet. Et nous, on dit, non, en fait, on ramène le Maghreb chez nous à 10 millions d'exemplaires et on fera le vivre ensemble. Mais c'est de la folie. Nous recréons Bab el-Oued en France, une situation insurrectionnelle. Et comme d'habitude, vous aurez vos harkis. Vous aurez vos harkis et peut-être que j'en ferai partie. Parce que moi je vois aujourd'hui, dès qu'un musulman de France s'éprend de ce pays et avoue qu'il est français, il ne travaille plus. Hein. Il n'est plus au service public, il est boudé partout, et on lui met en face un abruti, pour le coup vraiment abruti, qui chante du rap et qui dit nique la France. On fait des harkis aujourd'hui. Et je pense que demain, nous risquons de faire des harkis sur le sol français. J'espère me tromper. Espérons. Une contre-histoire de la colonisation française. Alors vraiment, je vous invite là aussi à lire cet ouvrage, vous voyez, qui va susciter beaucoup de passion, beaucoup de réactions. Forcément, vous saviez qu'en prenant ce sujet-là à bras-le-corps, eh bien, vous alliez, par définition, susciter bien des réactions. Merci à nouveau, Driss Ghali. Et donc, cette contre-histoire de la colonisation française qui est éditée aux éditions Jean-Cyril Godefroy, je le sais pourtant par cœur, Jean-Cyril Godefroy, eh bien, est en vente sur la boutique de TVL, sur le site tvl.fr ou directement sur le site boutique TVL, en un seul mot, .fr. Merci à nouveau. Merci beaucoup.